quand on a une fibrose pulmonaire, on est plus à risque de faire des formes graves de certaines infections, dont la grippe et les infections à pneumocoque. Et si on prend la tranche des plus de 65 ans, qui est une tranche très représentée dans les patients atteints de fibrose pulmonaire, quand on regarde les grippes hospitalisées, on a plus de 60% des patients de plus de 65 ans qui sont dans ces patients hospitalisés et 90% des décès attribuables à la grippe dans cette tranche d'âge. Et puis, elles participent également, ces infections, à des déconditionnements à l'effort, c'est-à-dire que le patient qui va être actif et qui va s'astreindre quotidiennement à de l'exercice physique va, pendant cette infection, ne plus pouvoir assurer cet exercice physique, se déconditionner et favoriser par la suite d'autres complications. Et si on reprend toujours l'exemple de la grippe en elle-même est responsable d'une morbidité, d'une mortalité dont je vous ai parlé, mais elle est aussi responsable d'un risque d'AVC augmenté fois 8 dans une étude citée, d'infarctus du myocarde fois 10, de pneumonie post-grippale fois 8 et de perte d'autonomie, de déséquilibre de diabète. Chez les patients atteints de fibrose pulmonaire, donc plusieurs vaccinations recommandées. D'une part, la vaccination grippale, tous les ans, avec un vaccin qui est non adjuvanté, donc il y a pas d'adjuvant dans ce vaccin-là, par contre il est inactivé, avec une dose standard de 15 microgrammes de souches vaccinales qui sont cultivées sur de l'œuf. Dans ce vaccin, il y a 4 souches vaccinales, 2 souches A, 2 souches B, depuis 2018. La composition de ce vaccin est revue chaque année par l'OMS en fonction des souches circulantes dans l'hémisphère sud en particulier. Alors, il faut noter que depuis l'année dernière est disponible pour les patients de plus de 65 ans un vaccin haute dose qui contient non plus 15 microgrammes mais 60 microgrammes de souches vaccinales et qui a eu l'autorisation de mise sur le marché pour les plus de 65 ans et qui clairement a montré une meilleure efficacité sur la prévention des grippes et des hospitalisations liées à la grippe. Donc ça, c'est pour la partie grippe, donc annuelle. Et puis pour la partie pneumocoque, là aussi, depuis 2017, la situation s'est un petit peu simplifiée en termes de schéma vaccinal, puisque actuellement, il est recommandé de proposer un schéma par vaccin conjugué 13 valences, suivi au moins 2 mois plus tard du vaccin 23 valences polysaccharidique non conjugué. Donc, un premier vaccin 2 mois plus tard, un deuxième vaccin, une revaccination à 5 ans qui est possible par le vaccin non conjugué 23 valences. Et puis, bien sûr, une vaccination complète contre le SARS-CoV-2, contre le Covid, avec 2 doses de schéma de primo-vaccination, et puis bien sûr les doses de rappel telles qu'actuellement recommandées à 6 mois de la primo-vaccination. Et puis enfin, quand même, il faut citer le vaccin contre le zona. Donc, le zona, c'est une récurrence du virus VZV, qui est le virus de la varicelle, et qui peut causer des zonas disséminées chez les immunodéprimés. Mais bon, là, on n'est pas vraiment dans cette population-là, mais clairement, le zona peut donner des douleurs importantes, très invalidantes. Ça dépend des objectifs qui ont été fixés dans les essais cliniques. Par exemple, pour le SARS-CoV-2, l'objectif de la vaccination n'est pas de ne pas avoir l'infection. L'objectif de la vaccination est d'éviter les formes graves et les décès. Et donc, les essais cliniques pour les premiers vaccins qui ont été mis sur le marché ont été montés avec cet objectif-là, le fait d'éviter les formes graves et les décès. Pour la grippe, c'est également le cas avec un vaccin qui va prévenir autour de 50% des infections, des hospitalisations, pardon, mais qui ne va pas forcément prévenir l'infection. Donc en fait, ce qu'on attend d'une vaccination, c'est avant tout de ne pas mourir de la maladie contre laquelle on vaccine. Les vaccinations grippe, pneumocoque, SARS-CoV-2 font partie de la prise en charge des fibroses, et quelle que soit leur origine d'ailleurs. Et donc, pour toutes les raisons que je vous ai énoncées juste avant, elles sont prises en charge à 100% dans le cadre de l'affection longue durée. Très récemment, le
le 23 juin dernier, la Haute Autorité de Santé a élargi les compétences en matière de vaccination aux infirmiers, aux pharmaciens et aux sages-femmes. Ça veut dire que les infirmiers, pharmaciens et sages-femmes peuvent certes administrer, ça c'était déjà le cas, mais surtout prescrire la vaccination aux patients, en plus des médecins, sous réserve d'une formation préalable. Alors, les patients dits immunodéprimés sont exclus de cette démarche parce qu'il existe quelques recommandations spécifiques, notamment la contre-indication des vaccins dits vivants, mais les patients atteints de fibrose pulmonaire sous antifibrosants seuls, par exemple, ne sont pas immunodéprimés et donc peuvent tout à fait être vaccinés par l'infirmier qui vient les voir ou le pharmacien chez qui ils ont l'habitude d'aller. Donc clairement, cette mesure est très importante, découle de l'implication de ces différents professionnels de santé dans la pandémie Covid et va clairement faciliter la proposition, l'accès, mais aussi la réalisation de la vaccination. Tout dépend de la réponse vaccinale induite par la vaccination et de l'adéquation avec les souches circulantes. C'est-à-dire que si on l'a bien vu avec le Covid, la souche circulante qui est complètement en adéquation avec la vaccination et une réponse immunologique robuste, bah, quelque part, on n'a pas besoin de revacciner. En revanche, que ce soit pour le Covid ou pour la grippe, quand on a une évolution en fait des souches virales circulantes, on voit bien avec les variants concernant le SARS-CoV-2, on le voit aussi avec les souches grippales, c'est peut-être un petit peu moins connu du grand public, mais on a tous les ans des souches grippales virales qui sont un petit peu différentes d'une année sur l'autre. Et donc, pour s'adapter à cette modification des souches virales circulantes, il faut une adaptation de la vaccination. Et c'est pour ça que c'est l'OMS qui, tous les ans, définit la composition de ce vaccin grippal en faisant finalement un pari sur les souches qui vont circuler en fonction de ce qui circule dans les différents hémisphères au moment de la discussion. Donc, il y a cet aspect-là d'adaptation aux souches circulantes et il y a également un aspect de boost de la protection parce que la protection induite par la vaccination va diminuer au cours du temps et va nécessiter des rappels pour essayer d'augmenter alors, le titre d'anticorps ou la réponse cellulaire. Mais en tout cas, il a été bien démontré que ce soit pour la grippe, mais également pour le pneumocoque, que la protection vis-à-vis de l'infection diminue au cours du temps après la vaccination. Et le fait d'injecter, par exemple, une revaccination à 5 ans pour le pneumocoque permet d'augmenter les titres d'anticorps. C'est la même chose pour le SARS-CoV-2. Alors effectivement, il est très important de tracer ces vaccinations, de les écrire quelque part. Donc c'est le quelque part qui pose un petit peu problème. Parce que actuellement, il y a des carnets de vaccination papier qui circulent. Le carnet de vaccination, bah, c'est un support papier qu'on peut facilement perdre. Alors, bon, j'encourage cette solution en sachant qu'on espère que ça va s'intégrer dans le cadre du carnet de vaccination électronique, j'ai envie de dire national. Actuellement, il y a des sites sur lesquels on peut entrer ses caractéristiques, j'ai envie de dire médicales, hein, son âge, le fait d'avoir une pathologie particulière, le fait d'avoir des traitements particuliers. Et par exemple, là, je parle du site mesvaccins.net qui est très bien fait. La vaccination, c'est une arme efficace, mais il faut qu'elle s'intègre dans une démarche de prévention globale du risque infectieux. C'est pour cela qu'on conseille à l'entourage des patients de se faire vacciner également, pour essayer de créer une sorte de bulle de protection autour du patient. On appelle ça la stratégie du cocooning. Et puis, bah, finalement, la pandémie Covid nous a quand même laissé quelques réflexes assez vertueux pour se protéger et protéger les autres. Par exemple, on limite ses contacts quand on est malade ou avec les personnes que l'on sait malades. On se lave régulièrement les mains puisque ce sont souvent des infections à transmission aéro, donc par les gouttelettes, mais aussi manuportées. Et puis, on porte un masque, soit pour protéger les autres, par exemple si on tousse, soit pour se protéger quand on sait qu'on va être dans un environnement où on a une densité de population importante.
la vaccination est une arme, parmi d'autres dans la prise en charge globale du patient et je pense, et j'encourage les patients à devenir acteurs de cette vaccination.